Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission L'Univers des Sciences, avec aujourd'hui Jean-Pierre Luminet, il est directeur de recherche au CNRS et chercheur à l'Observatoire de Paris-Meudon, au laboratoire Univers et Théorie. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Nous allons parler dans cette émission des trous noirs. D'abord, le mot trou noir, c'est un mot qui rencontre un grand succès, un peu comme son équivalent de Big Bang par exemple. Mais qui a inventé ce terme ? Le terme a été inventé en 1968 par un physicien américain qui s'appelle John Wheeler. Mais attention, le terme a été inventé bien après que le concept lui-même existe. C'est-à-dire que l'idée qu'il puisse exister des astres invisibles tellement massifs qu'ils emprisonnent par leur force de gravitation la matière et la lumière remonte au XVIIIe siècle. Et puis en fait la théorie de ces astres invisibles s'est essentiellement développée à partir des travaux d'Albert Einstein sur la relativité générale et à partir des années 1930. Il a donc fallu beaucoup de temps pour que cet objet extrêmement mystérieux et assez difficile à comprendre trouve un nom, une désignation qui fasse en quelque sorte son succès médiatique, un petit peu d'ailleurs comme le mot Big Bang pour décrire la naissance de l'univers. Est-ce qu'on a la preuve, en 2007, Jean-Pierre Luminet, de l'existence des trous noirs ? Oui, le statut des trous noirs a beaucoup changé depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis le moment où moi-même j'ai commencé à travailler dessus. Je me souviens très bien lorsque j'ai commencé mes premiers travaux de chercheur à la fin des années 70. Dans un observatoire comme l'Observatoire de Paris, les trous noirs restaient encore aux yeux de la plupart des astronomes comme une bête étrange, une créature étrange issue de l'imagination des mathématiciens et des théoriciens. Et c'est précisément l'époque où en fait on a commencé à observer dans le ciel des phénomènes tout à fait extraordinaires, par exemple de violentes éruptions de rayonnement de très haute énergie qu'on appelle des rayons X, associés à des astres, disons invisibles en lumière ordinaire, et que l'on a commencé finalement à soupçonner que ces fameux objets théoriques existaient peut-être bel et bien dans l'univers. Et aujourd'hui, on a quasiment acquis effectivement la certitude qu'il existe une multitude de trous noirs dans l'univers. Évidemment, le défi pour l'astronome qui veut observer le trou noir, c'est que par définition, le trou noir n'émet pas de lumière. Donc comment peut-on le rendre visible ? Eh bien, le trou noir devient visible en absorbant dans la matière. Le trou noir, s'il n'est pas nu et seul dans l'espace, s'il est par exemple accompagné d'une étoile dans ses parages, eh bien par exemple il peut aspirer une partie de l'enveloppe gazeuse de l'étoile. Et le gaz, avant de disparaître dans le trou noir, rayonne de façon caractéristique et va donner une véritable signature de l'existence du trou noir. Alors Jean-Pierre Luminet, on va essayer de comprendre ce qu'est un trou noir. J'imagine qu'il y a d'abord différents types de trous noirs, mais moi, ce que j'ai compris du trou noir, c'est que c'est un objet très, très dense. Oui, en fait, pour former un trou noir, il faut rassembler suffisamment de masse à l'intérieur d'un certain volume. Donc en fait, ce ne sont pas des objets nécessairement denses, mais ce sont des objets qui sont dits compacts, c'est-à-dire dans un volume donné, il faut mettre beaucoup de matière. Alors prenons un exemple concret. Pour que la Terre soit un trou noir, il faudrait concentrer toute sa masse, qui est gigantesque évidemment, à l'intérieur d'une bille de 1 cm seulement. Ça donne effectivement une idée de la compacité extrême. Voilà. Pour que le Soleil soit un trou noir, il faudrait le mettre dans une bille, dans une sphère de 3 km de rayon, alors que le Soleil fait 700 000 km. Donc on voit également l'énorme compression nécessaire pour former un trou noir. Mais attention, on pense qu'il y a dans l'univers des trous noirs géants, dont les masses atteignent plusieurs milliards de fois la masse d'une étoile, et le rayon de ces trous noirs-là se mesure en milliards de kilomètres. Donc ces trous noirs deviennent gigantesques, à la fois très massifs, mais également de très grands volumes, pratiquement le volume du système solaire. Et la densité moyenne de ces trous noirs, quand on fait le calcul, c'est extrêmement faible, elle est inférieure à la densité de l'eau. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément un objet dense, il faut mettre une certaine quantité de matière à l'intérieur d'un volume critique. L'univers des sciences
Ronan Festock. Oui, alors notre grand Albert est le père de la théorie fondamentale qui décrit la gravitation, c'est-à-dire la théorie de la relativité générale, et dont les développements permettent effectivement d'asseoir théoriquement l'existence des trous noirs et bien d'autres choses, par exemple les ondes de gravitation, c'est-à-dire les ondulations de courbure de l'espace, et puis la naissance de l'univers dans un Big Bang. Assez paradoxalement, le père de la relativité n'a pas toujours admis les conséquences les plus étonnantes et les plus extrêmes de sa théorie. Et notamment, de même qu'il s'est longtemps opposé à l'idée d'un Big Bang, à tort, comme on l'a montré la suite des événements, il s'est longtemps également opposé au concept de trou noir. Je me souviens qu'en 1939, il a effectivement tenté d'écrire un article où il a voulu réfuter l'existence des trous noirs, et là encore, la suite des événements lui a donné tort. Donc ça montre comment un génie scientifique comme Einstein n'a pas forcément, là, évidemment, la connaissance totale et ne mesure pas nécessairement les implications de la révolution qu'il a lui-même engendrée. Il faut d'autres grands esprits, d'autres chercheurs qui utilisent la théorie et qui vont plus loin, de façon plus hardie finalement, dans des pistes parfois assez étranges. On connaît donc l'abbé Georges Lemaître pour ses travaux sur le Big Bang, mais moins sur ses travaux sur les trous noirs. Oui, c'est vrai que l'abbé Georges Lemaître mérite vraiment à être davantage connu pour cette extraordinaire intuition dans beaucoup de domaines de la physique. Et dans un de ses articles, assez peu lu malheureusement, en même temps qu'il décrivait, qu'il entrevoyait pour la première fois quelques-uns des mystères de la cosmologie moderne, il résolvait également une grande question qui se posait à l'époque à propos des trous noirs, c'est-à-dire qu'il démontrait que la surface d'un trou noir n'est pas un lieu singulier où les lois de la physique sont bouleversées. C'était une idée répandue à l'époque et qui justement faisait obstacle à l'acceptation des trous noirs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Albert Einstein ne croyait pas l'existence du trou noir. Mais en fait, Georges Lemaître a montré que c'était une erreur mathématique que de considérer la surface d'un trou noir comme une singularité, malheureusement. Et donc, il a réellement donné une réalité physique au trou noir. Mais malheureusement, comme beaucoup de ses travaux de cosmologie, cet article-là n'a pas été lu réellement et ces travaux n'ont été redécouverts, ces résultats sur les trous noirs n'ont été redécouverts que beaucoup plus tard, au moins 40 ans plus tard, par d'autres physiciens. Alors, on peut quand même citer quelques grands noms de physiciens qui ont marqué de leur empreinte donc la théorie des trous noirs. Le premier d'entre eux, c'est un astrophysicien allemand qui s'appelait Karl Schwarzschild, qui, dès qu'Einstein a publié sa théorie en 1916, quelques mois plus tard seulement, il faisait la guerre en Russie. Il était officier allemand. Et dans les tranchées, il a fait un calcul de relativité générale où il a décrit pour la première fois la forme de l'espace et du temps autour d'un objet massif semblable à un trou noir. Entre deux assauts. Entre deux assauts, voilà. Donc c'est pour ça que le trou noir, disons le plus simple, un trou noir parfaitement sphérique qui ne tourne pas, s'appelle le trou noir de Schwarzschild parce que ses propriétés sont décrites par cette solution mathématique. Il y a l'astrophysicien d'origine indienne Chandrasekhar qui a joué également un rôle important. D'abord dans les années 1930, c'est le premier à avoir compris qu'il pouvait y avoir, lors de l'effondrement gravitationnel des étoiles en fin de vie, qu'il pouvait y avoir des configurations très compactes. C'est-à-dire que le cœur de ces étoiles pouvait former des objets très denses. Alors il a commencé par proposer l'existence de naines blanches, qui sont effectivement déjà un premier stade d'étoiles compactes. Et après, beaucoup plus tard, il s'est mis effectivement à travailler sur les trous noirs. Un autre grand nom, c'est Robert Oppenheimer, le fameux Oppenheimer de la bombe atomique, qui a d'abord été un très grand physicien théoricien, et c'est lui qui est le premier à réellement décrit l'effondrement gravitationnel d'une étoile, conduisant à cette anomalie de l'espace-temps, c'est-à-dire à cette sorte de gouffre et de puits qui se crée lors de la formation d'un trou noir. Le terme n'existe pas encore du vivant d'Oppenheimer, il appelle ça objet invisible, etc. Mais c'est lui réellement le premier à décrire la formation d'un trou noir dans le cadre de la relativité générale. Ensuite, pour finir, dans les années 70,
entre les années 70 et 90, c'est la grande époque du développement théorique d'exploration des propriétés de trous noirs, avec des physiciens comme John Wheeler, celui qui a donné le nom trou noir, et bien, il a fait bien d'autres choses. Stephen Hawking, très connu, qui a notamment montré que certaines propriétés particulières des trous noirs. Roger Penrose également, un grand physicien anglais. Donc voilà quelques-uns des très grands noms de la physique théorique des trous noirs. Il y a aussi Jean-Pierre Luminet. Pour ma part modeste, j'ai été le premier à la fin des années 1970 à calculer l'aspect visuel que aurait un trou noir entouré d'un disque de gaz en tenant compte de toutes les distorsions imprimées, des distorsions des trajets des rayons lumineux imprimés par la courbure même de l'espace autour du trou noir. Et puis également, j'ai fait un travail qui connaît une actualité nouvelle 20 ans après. C'est mon travail sur les crêpes stellaires. Justement, là, l'interview se fait en Bretagne. Je voulais vous poser la question. Est-ce que Voilà, vous allez manger des crêpes flambées ce soir? Voilà. Donc effectivement, j'avais calculé il y a maintenant 25 ans la façon dont une étoile qui frôlait dangereusement un trou noir géant, on pense que ce phénomène peut se produire assez fréquemment dans des galaxies lointaines, comment cette étoile peut être détruite par les forces de gravitation gigantesques, qu'on appelle les forces de marée, engendrées par le trou noir, et le résultat du calcul indiquait que l'étoile devait être en quelques heures aplatie sous la forme d'une crêpe. Je sais qu'on les aime beaucoup ici, moi aussi d'ailleurs, et les crêpes étant violemment chauffées, ces crêpes stellaires chauffées, elles explosaient, donc je vais appeler ça les crêpes stellaires flambées. Voilà. Et ce n'est que 15 ans après que, pour la première fois, des télescopes ont effectivement détecté dans l'univers des explosions, des bouffées de rayonnement qui ressemblent en fait effectivement à des étoiles brisées par des effets de marée, les forces de marée de trous noirs, des crêpes stellaires flambées qui finalement existent peut-être dans l'univers et qui peuvent même donner une signature nouvelle de l'existence de trous noirs géants cette fois-ci, qui se trouveraient au centre de pratiquement chaque galaxie. Merci Jean-Pierre Luminet pour cette première émission autour des trous noirs et à la semaine prochaine. À bientôt. Merci.